D'où vient la résistance ukrainienne? Comment les données historiques, économiques, politiques et culturelles peuvent éclairer la force de l'Ukraine face à l'adversaire plus puissant, comme la Russie? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Alla Lazariva, journaliste, rédactrice en chef adjointe de Ukrainian Week. Alla vient de publier son essai « Les 5 clés de la résistance ukrainienne » chez Hémisphère Éditions. Bonjour Alla, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté de parler au podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme journaliste, rédactrice en chef adjointe de Ukrainian Week, ce média qui existe en français, en anglais et aussi en ukrainien, évidemment en Ukraine. Aujourd'hui, nous allons parler de votre essai que vous venez de publier chez les éditions Maisonneuve-la-Rose, Hémisphère. Donc votre essai, les 5 clés de la résistance ukrainienne. Nous parlons durant la semaine importante de l'Ukraine, une semaine qui marque en fait tout le début de la grande invasion russe contre l'Ukraine, fin de février 2022. Donc nous allons essayer de comprendre pourquoi, malgré toute évidence objective, malgré les ressources évidemment plus supérieures de la Russie, l'Ukraine est toujours debout, l'Ukraine tient encore, et l'Ukraine continue sa résistance. Justement, c'est ça votre sujet. Vous essayez d'expliquer en fait comment ça marche et quels facteurs peuvent expliquer en fait la résistance et la force en fait de l'Ukraine. Et commençons par votre premier chapitre de votre essai. Vous parlez de l'histoire et vous démontrez que l'histoire ukrainienne est très profonde, elle est très longue. Il explique, en tout cas en partie, pourquoi l'Ukraine tient. Alors, expliquez-nous. Tout à fait. En fait, l'Ukraine, ce qui est important à comprendre, c'est un pays qui a une très longue histoire, que c'est un peuple qui a une histoire très riche, très originale, mais originale parce que notre situation géographique est originale, parce qu'on est par tous les algorithmes de développement historique, nous appartenons au monde européen, géographiquement aussi, mais comme à l'Est, nous avons historiquement une grande steppe, une énorme steppe qui nous lie à l'Asie. C'est comme un trou par lequel, depuis les siècles et les siècles, depuis plusieurs milles d'années, venaient toutes sortes d'envahisseurs qui, d'un côté, cherchaient à détruire, à s'approprier, mais c'est d'un côté, et d'autre côté, il nous a appris à résister justement parce que ceux qui voulaient rester, ceux qui voulaient vivre sur cette terre, il était obligé de savoir se défendre. Autrement, sur ce carrefour, c'est pas du tout Ukraine, comme disent les Russes, c'est pas du tout le confin de l'État moscovite, mais c'est le carrefour de l'Europe en fait, dans le premier sens du terme. Donc sur ce carrefour, tu pouvais pas survivre si tu sais pas te défendre. Est-ce que, peu importe, est-ce que tu es né il y a 3000 ans, il y a 300 ans, il y a 30 ans, donc c'est toujours pareil. Oui, donc c'est un emplacement géographique et historique qui explique que l'Ukraine, était toujours au carrefour, comme vous dites, à cette lisière, entre les mondes et donc ça a fait une espèce de l'habitude historique, n'est-ce pas? Tout à fait, De, tout à fait. de se défendre. Donc ce qui explique qu'aujourd'hui, donc les vents, les agresseurs venaient pas uniquement de l'Est, donc ça dépend des époques, mais ça nous a appris à être forts. Vous parlez aussi beaucoup, dans le chapitre suivant, qui s'appelle les politiques, vous parlez de la politique, vous parlez surtout aussi de la société. Et vous dites que, je vous cite,
le militantisme politique des Ukrainiens, leur volonté de défendre leur vision de l'avenir, même au péril de leur vie, est un autre élément clé pour expliquer la résilience de cette nation. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire le militantisme politique et comment est-ce que et quel est le rôle d'ailleurs de la société en fait dans cette résistance? En fait aussi, si on se réfère à l'histoire, qui a donc, formé, notre comportement politique, c'est que l'Ukraine intégrait toujours, donc c'est l'État ukrainien, ce qui est devenu l'État ukrainien aujourd'hui, intégrait toujours cet droit à ne pas être d'accord, droit à résister, droit à contester. Et là, on tient ça comme de l'État cosaque, de même façon de l'État de deux nations, en fait, nation lituanienne et polonaise, euh, qui existaient donc dans les terres ouest aux terres occidentales ukrainiennes, c'est voilà, cette culture politique qui dit que j'ai le droit de ne pas être d'accord, euh, et on est nombreux à avoir intégré disons, capacité d'exprimer son désaccord. D'où vient le fait que notre société civile, effectivement, il est très varié, il se manifeste à chaque fois quand l'Ukraine peut respirer un peu, dès que les répressions mettent tout le pays dans le sang, comme c'était dans les années 30, par exemple, pendant la récolonisation de l'Ukraine par bon, l'Union soviétique, mais c'est une coordination de l'État russe à chaque fois. Donc, dès qu'on respire un peu librement, on redevient ce qu'on était toujours, donc les gens qui se réservent le droit de s'organiser avec ceux qui ont l'opinion qui est à peu près proche, et donc contester le pouvoir jusqu'à l'obliger de partir ou changer la politique. Donc là, on voit ça dans le Tchorna Rada, donc le Conseil noir des Cosaques, on voit ça aussi dans tous les trois Maïdan ukrainiens. Donc le premier qui était encore à la fin de l'Union soviétique, c'est 1990. Et donc le deuxième, c'est la révolution orange, c'est 2004. Et donc le troisième, le plus connu, c'est donc les années 2013-2014. Mais dans les périodes cosaques, en 2000, en 1910, en 1990, pardon, en 2004 et en 2013, on voit toujours les mêmes tentes des protestateurs qui restent, qui campent jusqu'à ils se font entendre. Et donc, voilà, cette société civile, euh, elle est organique pour l'Ukraine, en fait. Et c'est là qui nous aussi, je pense, qui contribue au fait que l'Ukraine a passé très vite au pluralisme politique, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des pays de l'Asie centrale, qui sont aussi sortis de l'Empire russe, l'Union soviétique, donc bon, on peut appeler différemment cette réincarnation, mais voilà. Donc, parce que c'est aussi organique. Et on a au sixième président, contrairement aux Biélorusses ou les Russes, aussi parce qu'en fait, on a nos hetman des années, donc des siècles précédents, savaient que les, les Cosaques peuvent les contester, peuvent lui dire de partir et lire quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose que le mémoire collectif, que le mémoire historique n'a pas perdu et qui revient à chaque fois quand la situation politique le demande. Oui, tout à fait. Donc, grosso modo, on peut dire que en Ukraine, on voit, voilà, ce système profondément démocratique, voilà, qui existait dans ces terres depuis des siècles, mais démocratique et donc avec la présence, de la société, en fait. Société forte, société plurielle, société, voilà, qui est confiante en elle-même et donc si on se rappelle des premiers jours, n'est-ce pas, de la grande invasion russe, nous avons vu que la société ukrainienne, justement, elle était très engagée dans la défense depuis, dans la défense spontanée, un peu chaotique peut-être. On se rappelle des queues,
n'est-ce pas, pour s'engager. On se rappelle aussi donc c'est-à-dire que la société ukrainienne n'attendait pas les ordres, n'est-ce pas, pour protéger le pays. Donc ça explique en fait la résistance. Voilà, donc avec les hauts et les bas qui existent dans cette histoire-ci, voilà, la présence de la force société et donc voilà, de ce statut de citoyen qui est fort, qui est confiant en lui-même, qui, voilà, qui ne fait que obéir à un chef, qu'il soit politique ou militaire. Donc ça fait la force de pays. Vous parlez aussi dans votre essai de l'économie, un sujet sensible et évidemment difficile. Difficile pendant la guerre, puisque évidemment la guerre elle affecte l'économie d'une manière évidemment très négative. Donc évidemment, aujourd'hui même, voilà, donc au début de cette 5e année de la grande invasion, on voit que la Russie essaye de frapper lourdement les arrières, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire l'économie ukrainienne, l'infrastructure. Mais vous maintenez quand même dans votre essai que l'économie ukrainienne, aussi imparfaite qu'elle soit, elle est quand même aussi une force depuis, donc elle participe aussi à la résistance. Comment expliquez-nous? Donc déjà, ce qu'il faut peut-être mentionner au premier lieu, c'est l'adaptivité de l'économie ukrainienne qui est incroyable. Un exemple, par exemple, j'ai vu qu'une des associations auxquelles j'ai participé quand elle était créée en Ukraine, il avait pendant le front, en fait, au début du mois de janvier, ils avaient, comme beaucoup d'autres institutions, donc beaucoup d'autres habitants, les tuyaux remplis de glace, en fait, parce que l'eau c'est glacé, explosaient, donc tous les ordinateurs endommagés, tous les archives abîmées. Bon, pour une association qui est spécialisée dans le droit de l'homme, c'est quand même extrêmement dommageable. Je les appelle, je demande est-ce qu'on peut aider. Donc, à notre simple, modeste niveau, ils disent mais t'en fais pas, on a déjà appelé une entreprise qui est spécialisée pour réparer donc les tuyaux qui sont explosés. Ils vont venir dans quelques heures. Tout sera bien, t'en fais pas. Donc, vous voyez, il y a le fait que le problème est arrivé, donc là, parce que l'Ukraine n'avait pas l'hiver si rude comme cette année, donc arrivé il y a 2, 3 mois, n'est-ce pas? Le grand froid, bon, si on peut dire grand froid, bon, les températures -15, -20, ils sont arrivés, c'est l'hiver comme ça, c'est la première fois depuis la grande invasion. Mais voilà, les problèmes viennent, les réponses viennent très vite. Et c'est dans plusieurs domaines comme ça. Les Ukrainiens sont très adaptifs, très inventifs aussi. Et il y a aussi cette, je pense, euh, capacité de s'organiser autrement, voilà, cette souplesse qui n'est pas propre, par exemple, à l'économie russe. Donc, ça se passe tout à fait différemment au niveau d'organisation déjà, au niveau de logistique, au niveau de conception de projets. Donc là, malgré effectivement la volonté génocidaire, je dirais, de la Russie de détruire l'économie ukrainienne et les Ukrainiens avec, qui sont censés de mourir de froid, de faim, selon les projets russes. En réponse à ça, l'économie ukrainienne voilà, se reforme assez rapidement. Et c'est quelque chose qui est aussi, je pense, assez typique pour une État voilà, qui s'est formé au carrefour, en fait, au carrefour entre nord de l'Europe et sud de l'Europe, l'Est et l'Ouest. Donc, voilà, il y en a plusieurs influences, en fait, plusieurs, disons, défis qui apparaissent régulièrement. Et en même temps, c'est plus de possibilités et c'est la capacité de voir ces possibilités assez vite, prendre les risques, aller, se prendre en charge et essayer de tout recommencer de zéro encore une fois. Oui, oui, c'est-à-dire cette souplesse et cette rapidité, évidemment, qui est devenue beaucoup plus performante, on peut dire, pendant la guerre, parce que là, il faut survivre, donc c'est pas un choix, c'est une nécessité, c'est-à-dire, voilà, il faut s'adapter. Mais il est vrai qu'on nous avons vu beaucoup d'exemples, en fait, des entreprises qui s'adaptent, voilà. Donc l'exemple que vous donnez, évidemment, le froid, donc c'est pour la première fois,
que nous nous retrouvons dans cette situation où justement les tuyaux explosent comme on fait et donc il y a déjà des spécialistes dans ça. Il y a déjà des boîtes il y a déjà voilà, des gens qui peuvent aider, donc c'est leur entreprise. Donc voilà. Ils viennent très vite aussi, donc il faut prendre, par exemple, pour l'habitude de vivre en France, les rendez-vous quand il y a les nouveaux problèmes à venir, souvent c'est 2, 3, 4 jours, quoi, pour pouvoir résoudre le problème. Là, c'est dans 2, 3 heures, elles sont déjà là. Elles sont apparues il y a 2 mois, mais voilà, elles ont compris comment faire, mais surtout il y a aussi ce qui est fascinant en Ukraine, c'est que en fait, la poste, marche très bien. Nova Posta, tu envoies un colis dans n'importe quel village éloigné des Carpates, il arrive dans 24 heures. Les trains partent à l'heure, ils arrivent à l'heure, sauf s'ils sont empêchés par les bombardements ou les événements tragiques comme ça. Mais s'il n'y a pas de vraiment intervention, disons, comme ça, très brutale, l'empêchement vraiment, disons, paralysant, ça va, le train part à 12h15 et pas 12h17, par exemple. Donc, tu as l'intérêt d'être à l'heure. Et c'est aussi, je souvent dis ça aux Français parce que, bon, ici, il y a une centimètre de neige et les trains sont annulés en toute la France. Bon, c'est pas, j'aime bien la France, hein, je veux pas dire que ce pays est mal organisé ou autre chose, mais c'est juste pour mettre en fait les critères de comparaison. Oui, tout ceci étant dit, n'oublions quand même pas que malgré tout cela, l'économie souffre énormément pendant la guerre et que, quoi qu'on en dise, l'Ukraine avait perdu des territoires, 20 de territoire avec le potentiel économique, des ressources économiques, voilà, cette industrie qui était à l'est, au sud, donc tout ceci évidemment, donc c'est pas pour dire que tout est rose, c'est pour dire qu'il y a des ressources, des réserves en fait. Et donc regardez aussi comment, voilà, si on parle de l'industrie militaire, qui était à très faible niveau, on va dire, au début de la grande invasion russe, 4 ans plus tard, on se retrouve dans une situation où la guerre avait changé un peu de nature, parce qu'il y a pas tellement besoin de chars et des blindés parce qu'il y a les drones, mais quand même, voilà, l'Ukraine a pu, voilà, créer beaucoup d'entreprises des petites, des moyennes, pas des grandes en fait, des grandes usines, pour fabriquer, voilà, pas cher d'ailleurs, voilà, des armements dont les soldats ukrainiens ont besoin sur le champ de bataille. C'est-à-dire que c'est par le besoin, par la nécessité absolue, évidemment, que tout ceci donc c'est qu'il y a une certaine profondeur, il y a une certaine réserve malgré cette image d'un pays épuisé, d'une économie stagnante, qu'on puisse imaginer quand on se dit 4 ans de guerre, ça fait quoi? Ça fait évidemment ça fait beaucoup de ruines, ça fait beaucoup d'épuisement, mais à la fois ça provoque aussi voilà, la croissance parfois dans certains secteurs. Là, ceux qui peuvent se débrouiller le font, n'est-ce pas? Bien sûr, et aussi il faut se souvenir de nos fermiers, de nos agriculteurs qui héroïquement sortent dans n'importe quel temps, travailler dans leurs champs au risque de vie, qui quelquefois déminent eux-mêmes parce que les mineurs manquent. En fait, oui, la guerre, elle prend les gens, elle prend les professionnels, beaucoup de hommes, des femmes qui sont capables de résoudre tel ou tel problème économique sont engagés en armée. Et alors évidemment que oui, il manque des spécialistes. C'est un grand pays, c'est un pays qui a le même territoire que la France. Donc, il faut beaucoup de mineurs et quelquefois, voilà, quelquefois, il arrive pas assez vite, pas parce qu'ils prennent leur temps, c'est parce qu'il manque des gens. Et en fait, les fermiers, quelquefois, perdent leur vie comme ça. Ça aussi, il faut se souvenir quel prix a le pain ukrainien, le blé ukrainien, tout ce qu'on s'efforce à livrer à nos partenaires au marché international. Donc, Oui, évidemment. Il nous est arrivé de constater la présence de champs travaillés, à quelques dizaines, à peine kilomètres de la ligne du front. Donc tout à fait récemment, dans la région de Donetsk, on était, je crois, à une trentaine de kilomètres de la ligne de front qui n'est plus vraiment une ligne du front, mais une espèce de kill zone. Donc c'est déjà les endroits très exposés et pourtant nous avons constaté que les champs ont été travaillés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été abandonnés. Ça voudrait dire que
pendant la saison, on était en hiver, mais pendant l'été, l'automne, le printemps aussi, il y avait sans doute des tracteurs, des machines agriculteurs qui, voilà, qui travaillaient le champ et donc et après qu'il y avait la récolte et tout ça, dans les conditions, évidemment très difficiles, mais malgré tout ça, c'était pas abandonné, c'était pas, voilà, abandonné. Ce que ça fait cette réserve et explique, comme vous dites, cette résistance. Vous parlez aussi dans votre essai de la culture ukrainienne qui évidemment est au centre même de cette guerre et vous affirmez que la culture, non seulement elle est menacée, elle a été toujours menacée par l'Empire russe, mais que cette culture, elle constitue un pilier de force aussi Tout des à fait. Ukrainiens. Tout à fait. Il était, même s'il n'a pas bénéficié de conditions favorables pour son développement, la culture, c'est quelque chose aussi, ça aussi, on peut dire une force de résistance parce que même quand la langue était interdite, les gens parlaient ukrainien à la maison. Même si les livres étaient détruits par l'empire tsariste russe, les gens sauvegardaient les certains euh, documents au péril de leur vie. Et cette appartenance, cet sentiment disons, d'importance d'assurer la continuité, de transmettre, de sauvegarder, c'est quelque chose qui est aussi, je pense, forgé par nos conditions qui ne sont pas spécialement favorables, mais qui oblige en quelque sorte à être disons, porteur et transmetteur de toutes les valeurs qui étaient sauvegardées par les générations précédentes. L'Ukraine a une longue culture qui est influencée par tous les tribus, tous les peuples anciens qui sont passés par notre territoire, mais il a bien sa propre culture, son propre identité, sa propre culturelle, et c'est quelque chose par lequel on se reconnaît entre nous, on peut dire ça, quoi. C'est comme une langue non verbale qui, qui permet à se retrouver et euh, disons, se soutenir. Donc, c'est aussi une base de notre solidarité qui, en fait, qui est assez importante, ce qui n'est pas propre à toutes les sociétés modernes. Surtout, il y a beaucoup disons, de théories d'hédonisme, pardon, en français, disons, toutes sortes d'égoïsme qui est promu partout. Mais la solidarité ukrainienne, c'est quelque chose euh, qui vient encore une fois, de notre histoire, de notre culture, de tout ce monde, disons, de l'État, des Getmanat, donc des formations précédentes où les gens s'organisaient pour sauvegarder la culture. On se souvient de Shevchenko qui était envoyé qui était envoyé en exil, Taras Shevchenko, pour justement essayer de sortir la culture ukrainienne de sa clandestinité, de son état opprimé. On peut se souvenir des faits que ça fait, que dans tous les villages ukrainiens, il y avait toujours son kobzar, même chez les gens qui ne savaient pas trop lire, dans le passé, je veux dire. C'est voilà, c'est aussi on peut dire aussi que la culture, c'est aussi en quelque sorte une arme défense qui permet de se défendre. Oui, une arme de défense et puis un pilier d'identité. Donc, évidemment, l'histoire de l'Ukraine n'a jamais été facile. Donc, il y avait des longues périodes où l'Ukraine n'avait pas d'État indépendant. Et donc, quand il n'y a pas d'État, qu'est-ce qui devient un réservoir, en fait, de cette identité-là et voilà, ce sentiment de la communauté. Mais c'est bien la culture. Donc, c'est la poésie, Shevchenko, voilà, ce sont voilà, la culture populaire, ce sont le chant populaire folklorique, ce sont les vyshvanka, les chemises brodées, voilà, et puis Tous ces codes, beaucoup de tout à fait, codes tous ces culturels codes, oui, oui, oui. Excusez-moi, qui aident à, justement, à préserver cette identité menacée parce que, voilà, donc, et c'est de là, donc aujourd'hui, la même chose, c'est triste de constater, mais ce qui se passe dans les territoires occupés, c'est justement donc l'occupant russe le comprend parfaitement parce que la première chose qu'ils font dans les territoires occupés,
ils russifient très rapidement, c'est-à-dire qu'ils imposent la langue russe, ils interdisent tout ce qui est ukrainien, ils disent clairement aux Ukrainiens qui habitent dans les territoires occupés, ils disent vous êtes russe, non, pas seulement que vous allez être obligé d'avoir des passeports russes, mais vous êtes russe, donc l'Ukrainien en tant que tel n'existe pas. Donc au cœur même de cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, voilà, depuis plusieurs années, c'est une volonté de dire que l'Ukraine en tant qu'État, en tant que peuple même, n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, d'où en fait cette résistance-là, c'est pour ça que les gens ont tellement recours et tellement envie, telle soif en fait de la culture aujourd'hui, qu'il s'agit de livres, qu'il s'agit de la musique ukrainienne aujourd'hui, qu'il s'agit de cinéma ukrainien, qu'il s'agit de théâtre. Donc, tout ceci pendant la guerre est très demandé, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est justement parce que les gens le sentent qu'en fait que les Russes cherchent à détruire tout ce qui est le plus profond en nous. Donc tout ils à essaient de fait. tuer l'Ukrainien en nous, n'est-ce pas? Ah oui, c'est la guerre aussi identitaire, on peut dire, mais identitaire dans le sens que elle est existentielle pour les Ukrainiens et génocidaire pour l'État russe. Donc, c'est pour supprimer l'identité ukrainienne qui est très ancienne et qui bon, se forgeait sur nos terres et imposer donc cette vision du monde très hiérarchique, très rigide, très verticale, où si tu es en haut, tu peux tout, et si tu es en bas, tu es un esclave. Et c'est quelque chose que les Ukrainiens n'aiment pas et ils n'ont pas l'habitude de vivre comme ça. Ils se rebellent systématiquement contre les tentatives de les imposer cette façon d'exister parce que justement notre identité c'est autre chose. C'est beaucoup d'organisations, on dirait par principe horizontal, donc entre plusieurs acteurs de la société civile, par exemple, entre plusieurs acteurs de monde culturel aussi. C'est très, voilà, c'est très vif et très vivant, mais on n'aime pas la subordination, disons, très rigide et avec une certaine idée de supériorité de pouvoir. C'est pas Mmh. pour l'Ukraine. Mmh, évidemment. On ne vénère pas nos dirigeants, on est exigeant avec eux, on se permet de plaisanter, d'ironiser, et on les dit, si ça se passe mal, on te remplace, et c'est comme ça, quoi. C'était toujours Mmh. comme ça et ce sera comme ça. Oui, évidemment, évidemment. Et la dernière chose que vous évoquiez dans votre essai, c'est peut-être un sujet encore plus difficile à expliquer, mais essayons quand même. Vous consacrez tout un chapitre de votre essai à ce que vous appelez l'esprit ukrainien. Voilà, esprit ukrainien. Donc on peut deviner que c'est un esprit qui est aussi une source de la résistance qui explique pourquoi, donc en 2026, on est toujours là et malgré tous les défis qui sont devant nous, l'Ukraine est toujours là, est toujours forte. Tout à fait, on peut dire l'esprit, on peut dire la mentalité, mais c'est sa façon de voir le monde et de se comporter. En fait, je me permets de citer Alexandra Matvichuk, c'est notre prix Nobel de la paix, qui disait que notre mot de l'ordre, c'est malgré tout. Et c'est encore une fois depuis le siècle que c'est comme ça, mais c'est aussi cette façon de s'assembler comme quand rien ne va, de trouver les ressources en soi et de comme contre-spemper, comme disait Leslie Ukrainka, n'est-ce pas? On l'a appris à l'école tous, même, je sais pas, je pense que même les mauvais élèves le connaissent au moins au niveau de trois premières lignes. Donc, malgré tout, j'espère. Et pas seulement que j'espère, mais j'agis aussi. J'espère pas infantilement que la solution viendra toute seule, mais j'agis pour ça. Et ça aussi, c'est cette façon de se prendre en charge, cette capacité de, disons, de s'organiser avec ceux qui peuvent porter une solution. C'est cet aussi humour ukrainien qui nous aide à surmonter quelque chose qui est plus grand que nous, assez menaçant. Mais en fait, si tu le vois sous la prisme, disons, ironique, si tu vois les côtés ridicules, ils deviennent beaucoup moins effrayants et en fait, on se dit, mais pourquoi pas, on va se battre. Non, bon, d'accord, il est grand, d'accord, il est menaçant, mais et quoi? Et donc, c'est aussi cette façon de, vous voyez, par exemple, il n'y a qu'en Ukraine, je pense, qu'on peut voir aller dans un petit café de coin dans le quartier dortoir
Et là, où tu amènes ton plateau avec la vaisselle sale, voir un petit panneau où dit formidable, la nature est fière de toi, nous aussi. Donc, bon, c'est voilà, ça te donne l'envie de sourire et de continuer, de trouver les forces un peu partout, quoi. Ou voir, par exemple, dans le métro, les petites affiches comme ça, stresse pas, ton chat est à la maison, et il a mangé. Parce que effectivement, je suis d'accord avec vous, tout n'est pas rose, loin de ça, c'est difficile, c'est dur, c'est éprouvant. Mais en même temps, il y a cette façon de soutenir les gens, même de façon unanime, par les messages humoristiques. Et ça, c'est quelque chose qui est proprement ukrainien, je pense. Bon, je prétends pas que les autres pays ne savent pas plaisanter, loin de ça, mais c'est que chez nous, c'est vraiment un élément intégrale de la culture. On le voit partout. Par exemple, à côté de ma maison, je viens d'un quartier, disons, oui, dortoir, on peut dire, Darnitsa. Et là, voilà, le petit café de coin, il y a une annonce où le nom des plats sont écrits de façon, bon, avec une écriture absolument illisible, mais avec les grands mots, c'est écrit plie pas tes yeux, viens goûter nos pirochki, ils sont les meilleurs du monde. Tu te dis, bon, mais qui est les meilleurs du monde? Non, je peux pas ne pas les acheter. Donc, et surtout, tu viens, tu rigoles déjà, donc, barista, elle est aussi, il sourit, malgré que, oui, il le réveillait plusieurs fois dans la nuit par les bombardements. Bon, ces enfants grandissent, bon, il faut dire, dans l'insécurité qui est causée par la guerre. Mais malgré ça, les gens trouvent en eux cette force de plaisanter, de ne pas se permettre à être dominé gratuitement, je dirais. Donc, de quand même essayer de rester dans la dignité et oui, dans l'humour, quoi. C'est aussi, ça vient, je crois, des autres temps, de notre passé, très original et de nos caractères nationaux qui s'est formé ainsi. Oui, et donc sans oublier en fait le boom, de la comédie stand-up, en Ukraine justement qui est en pleine floraison depuis justement la grande invasion russe et les salles ça fait les salles pleines et pas qu'à Kiev, pas qu'à la capitale, mais aussi ailleurs avec beaucoup d'humour subversif, humour que vous dites parfois même noir en fait, donc il y a plusieurs Souvent, intimitaires. mais ça aussi, ça les racine dans notre passé baroque, n'est-ce pas? Donc, ça les racines assez profonds. Et malgré toutes les répressions, c'était tellement profond que c'était pas tué. Voilà, c'était endommagé, certes, mais pas complètement détruit, malgré tous les efforts d'envahisseurs. Et donc, ça nous permet à espérer avec donc une bonne dose d'optimisme que cette fois-ci, on va aussi résister jusqu'à garder notre État indépendant et rester libre. Oui, vous terminez votre essai là en évoquant aussi que, évidemment, il y a les Ukrainiens qui sont en Ukraine, mais il y a aussi une grande partie des Ukrainiens qui sont à l'étranger. Vous dites, je vous cite, 30 000 000 chez eux, 30 millions à l'étranger. Tout à fait, Ensemble, ils forment une communauté qui, pour la première fois dans son histoire, s'est donné pour objectif de vaincre la géographie. Voilà, c'est comme ça que se termine votre essai. tout à fait. Donc vous parlez aussi de cet effet de que les Ukrainiens, que l'esprit ukrainien, que la solidarité ukrainienne, elle dépasse un peu les frontières, donc elle ne concerne pas uniquement la défense du territoire, c'est bien cela? Tout à fait, c'est aussi l'esprit, c'est tas de gens qui s'identifient avec l'Ukraine parce que soit ils sont d'origine ukrainienne, soit leurs ancêtres viennent de l'Ukraine. Vous voyez, ici en France, il y a les familles qui sont engagées au fond pour l'Ukraine et c'est les quatrièmes générations quelquefois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les trois générations qui sont nées déjà en France, et juste donc les arrière-grands-parents qui sont venus, mais c'est les gens qui sont vraiment très très mobilisés et très efficaces dans leur mobilisation. C'est aussi comme ça au Canada, dans plusieurs pays du monde. Et en fait, ce ressource, il était toujours important, il restera important, parce que certes, historiquement, comme l'Ukraine n'avait pas son État indépendant pendant plusieurs siècles, donc c'était un peu, c'était interrompu en fait la tradition étatique, mais on avait nous, donc on avait nous tous qui sont un peu partout, c'est une grande diaspora assez puissant, on peut dire, qui s'organise maintenant de mieux en mieux.
et et ça aide aussi de faire une sorte de plateforme de promotion des intérêts ukrainiens, de défense, de récolte des fonds, de tout ce qu'ils font pour que la nation survive et pour que la culture survive et pour que l'État survive. Voilà, donc il y a toute cette diplomatie citoyenne aussi Exact, qui ouais. qui qui est en train de se faire, que ce soit en Europe ou que ce soit dans d'autres coins du monde, au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Merci beaucoup Ala pour vos explications. Donc on invite nos auditeurs de lire cet essai, Les 5 clés de la résistance ukrainienne où vous défendez Ala, en fait, qu'il y ait des choses qui expliquent pourquoi, en fait, dans cette guerre asymétrique, qui est en train de se faire aujourd'hui, où l'Ukraine, justement, elle a beaucoup moins de ressources, elle tient encore, et donc il entame la 5e année de la résistance contre la grande invasion russe, sans oublier que la guerre, elle dure depuis 2014. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous pour l'invitation. C'est l'honneur de passer ce 40 minutes avec vous. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis accompagnée par Alla Lazariva, journaliste, rédactrice en chef adjointe du média ukrainien The Ukrainian Week, qui existe aussi en anglais et en français. Alla vient de publier son essai Les 5 clés de la résistance ukrainienne chez les éditions Hémisphère Éditions. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.